Alors, nous sommes page 22. Page 22, on a l'hypothèse 2. Et donc, on a les scores et les sous-scores. Donc, on a un sous-score de 44,22% pour ceux qui déclarent. Donc, négatif en fait, et explicitement de 26,3 pour ceux qui sont sans avis. Et donc, cette hypothèse, ça se voit vérifiée. Évidemment, pour étayer cette hypothèse, il a été procédé des interviews, mais je trouve que ces interviews n'ont pas été poussées assez loin. Oui. Et ceci devrait être posé donc dans les interviews pour permettre les conceptions réelles des enseignants, parce que parfois ils croient ils répondent bien à une question, mais c'est pour une autre raison. Alors, comment les élèves mobilisent-ils leurs compétences? Pourriez-vous l'expliquer, par exemple? Question ouverte. Alors, si leur explication est bonne, elle est bonne, mais si leur explication est toujours bonne, bien sûr, mais si leur explication est autre de ce que normalement signifie mobiliser ses compétences, un enseignant dit qu'il sait très bien comment les élèves mobilisent leurs compétences, ce qui est impossible puisque personne ne le sait, alors on va pas le contredire, mais essayer de savoir sur quelle base, et se servir de ces réponses pour alors créer, construire un nouveau questionnement qui va nous permettre de voir peut-être ce même questionnement chez d'autres enseignants. Voyez, et ainsi de suite. Donc on va construire un questionnement non pas à partir de ce que nous savons, de ce qu'on nous enseigne, mais à partir de ce que eux comprennent des compétences. Et là, en ajoutant ces questionnaires, on arriverait à des scores, à mon avis, beaucoup plus importants. Ici, nous avons du 62,45%. Pourquoi? Parce qu'il y a certains enseignants qui se disent, moi, si on retourne à l'hypothèse 2, voilà, ici, je considère que je suis suffisamment informé, par exemple. Oui. Il y en a des qui doutent, donc on va juger plutôt sur un doute, mais il faut savoir comment eux jugent le fait d'être suffisamment informé que il y a une grande difficulté pour les élèves pour acquérir des compétences et pour leur faire mobiliser. Évidemment, il y a toujours ce problème de tâches et de compétences. Donc, on va les interroger sans pour ça les juger, mais à travers leurs réponses, construire un questionnement qui va nous montrer si ça se retrouve ailleurs, chez d'autres enseignants, chez d'autres groupes. Parfois, leur réponse peut rejoindre ce que nous connaissons des compétences et des tâches. Attention. Et si vous avez chaque fois l'hypothèse, donc avec son explication, son numéro, son hypothèse, et vous avez chaque fois à côté les items qui ont été sélectionnés pour répondre à cette hypothèse. Vous voyez? Mais c'est pas pour ça que c'est vraiment réel par rapport que c'est vraiment probant, parce que finalement c'est une conception de l'enseignement qui va croire, par exemple,
que qu'il se limite à pas nécessairement à savoir-faire. Voilà, qu'il va répondre. Ici, la question est trop précise, hein, c'est pour ça que vous avez des scores beaucoup plus élevés, comme par exemple 69%. Quand la question est moins précise, comme par exemple ici, hein, la numéro 1, les enseignants montrent une conception erronée des compétences, c'est beaucoup plus ouvert. Hein. Dans les référentiels, on vous dit très bien, hein, pour arriver à telle compétence, il faut tel type et tel type et tel type de savoir-faire. Hein. Alors pour eux, il n'y a pas de problème. Hein. Ils l'ont appris aux élèves. Hein. Donc, si vous leur dites qu'il faut... En fait, oui, mais il faut leur mettre une tâche inédite et complexe à chaque coup, ils vont dire, mais enfin, vous êtes fous, on n'a jamais fait ça comme ça. Hein. À raison d'ailleurs, hein. Je ne dis pas le contraire. À la limite, c'est eux qui le font mieux que nous. Hein. Parce qu'ils se disent, mais enfin, je vais quand même pas leur donner une tâche inédite et complexe à chaque fois. C'est terriblement compliqué et en plus complètement irréaliste. Hein. Comme on disait, le gars qui a fait 10 entretiens de voiture, mais il est plus compétent. Le chirurgien qui a fait pour la 10e fois une transplantation cardiaque, comme c'est devenu une routine, hein, en quelque sorte, toutes ces compétences qu'il a de chirurgien, finalement, il ne les a plus. C'est ça le problème. Alors, évidemment, c'est très intéressant de connaître surtout les conceptions de ces enseignants. Comment, malgré tout, ils parviennent à transmettre un savoir. N'est-ce pas? Enfin, simplement en ignorant, en sacrifiant la compétence et son évaluation, parce que finalement ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de choix parce que sinon c'est un désastre. Vous voyez. Alors, ici aussi, on peut vérifier cela. Parce qu'ils répondent à côté où ils croient avoir bien répondu. Alors, on voit qu'il y a quand même une tendance qui veut aller, par exemple, ici vous avez 68,9%, donc presque 69%. Ils ne savent pas comment les élèves mobilisent leur savoir lorsqu'ils effectuent une tâche. Parce que la question même invite honnêtement à dire qu'il y a des gens qui préfèrent dire qu'ils ne le savent pas et d'autres qui disent qu'ils préfèrent s'abstenir. Et par contre d'autres qui vont dire oui mais je sais très bien comment il mobilise ses compétences. Alors, c'est bien, c'est fort, hein, parce qu'il va vraiment rentrer dans la tête de l'élève, quoi. Hein, et encore. Alors, ici, l'hypothèse numéro 6. Les enseignants, justement, ne sont pas informés que la pédagogie par compétence est une pédagogie de l'extrême. Voilà. On ne leur explique pas ça, en fait. Alors, évidemment, on peut leur dire, apprenez des élèves sur des tâches inédites et complexes, mais vous savez, finalement, il n'y en a qu'un 1% qui va réussir. Donc si vous faites ça, vous êtes sûr que vous n'allez pas avoir pratiquement pas de réussite dans votre classe, quoi. Voilà. De nouveau, le problème. Alors, vous dites, oui, mais bon, vous êtes sûr, ça? Bah, oui, c'est le décret mission, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Vous êtes hors la loi si vous ne le suivez pas. D'ailleurs, c'est ce qui se passe aussi avec les évaluations externes. Hein. Les évaluations externes, on va dire que dans l'élève du certificat CEB, eh bien, on va lui dire, si l'élève répond bien de cet item numéro 1, par exemple, à l'item numéro 10, il a un tel niveau de compétence à ce niveau-là. S'il répond bien de 10 à 20, il a bien un tel niveau de compétence à ce niveau-là. On ne va jamais, au grand jamais, faire des tâches illicites et complexes. Hein.
Ce sont des questions ouvertes, le plus ouvertes possible, avec des réponses simples. Et alors, bon, comme il a su répondre à toutes ces questions, forcément, il a la connaissance nécessaire pour réaliser, pour avoir telle et telle compétence. Donc, il pourrait résoudre tel et tel, tout ce type de tâches. Voyez. Donc, il y a une hypocrisie là-dedans, quelque chose de gigantesque. Hein. Alors, conclusion, tout au long de ce travail, nous avons constaté que notre hypothèse de départ se vérifie. Oui. Et si nous aurions fait les questions dès le départ, non pas à partir de ce que nous connaissons, de ce que nous savons des compétences et des tâches, mais de ce que eux conçoivent, on aurait pu construire un deuxième questionnaire, et là, ça aurait été beaucoup plus vérifié. Bien sûr, ces résultats ne sont pas suffisamment représentatifs de la conception que les enseignants se font des compétences, ça certainement pas. Mais néanmoins, ils nous donnent beaucoup à réfléchir sur la pertinence de l'introduction des compétences à l'école. Ça, c'est tout à fait vrai. Les enseignants ne savent pas aujourd'hui quel modèle didactique est le plus approprié, ni quelle évaluation utiliser dans le cadre des compétences. Ça, c'est tout à fait vrai. En fait, il faudrait des modèles didactiques qui permettent aux élèves de mobiliser leurs compétences, mais comme on ne sait pas comment ils mobilisent leurs compétences, vous imaginez le problème, quoi. Alors, on parle beaucoup du socio-constructivisme, des choses ainsi, où l'élève construit plutôt son savoir que d'un savoir qu'on lui donne tout fait, pour qu'il puisse l'utiliser. Au moins qu'il sache pourquoi il sait, ou qui sait. Par manque d'informations, nous dirons surtout de formation que les pouvoirs organisateurs et les différents réseaux auraient dû mettre en place. Mais on peut aussi dénoncer le manque de perspicacité des pouvoirs publics qui ont changé une pédagogie sans tester d'abord sa pertinence. On peut dire que jusqu'ici, le bilan n'est pas plus catastrophique qu'avant l'arrivée des compétences, c'est sans doute dû au fait que les enseignants n'ont pas changé leurs anciennes habitudes d'évaluation pour des nouvelles qu'ils ne connaissent pas ou très mal. Voilà. Évidemment, on ne leur dit pas. On dit voilà, ça c'est tel niveau, il a telle connaissance, il a telle compétence. Voilà, c'est tout. Maintenant, ils savent mieux ce que les élèves doivent connaître. C'est tout. Mais comment y arriver, ça c'est un autre problème. On ne leur donne pas de solution. Alors, une première investigation devrait porter sur la singularité ou non de ce type de résultat. Est-ce un phénomène que nous retrouvons dans d'autres établissements, ou alors est-ce simplement une particularité de celui-ci? Toutes ces séries de questions n'ont de sens, bien sûr, qu'à la validation de la démarche de recherche. Il serait prudent de poursuivre ce travail, cette réflexion, par l'observation des pratiques enseignantes au sein de cet établissement, afin de nuancer ou non les résultats. Il serait tout ainsi pertinent de tester le questionnaire d'enquête dans d'autres équipes éducatives et de faire un travail d'analyse des résultats avec ces équipes pour vérifier la capacité du questionnement à mettre les orientations didactiques des enseignants en évidence. Oui, mais ça ne serait pas encore suffisant. Il faudrait aussi que dans ces équipes, on élabore des questions à partir de ce qu'on sait, et qu'on demande avec ces questions aux enseignants de nous expliquer leur conception et pourquoi. Et à travers ces réponses, d'élaborer encore des questions. Vous voyez, un enseignant peut dire d'un élève qu'il est compétent parce qu'il connaît sa matière de tel point à tel point, tout simplement. Ce n'est pas faux. Mais c'est pour ça qu'il est compétent. Pourquoi? Parce que pour qu'il soit compétent, il faut le mettre devant une tâche, et pas une tâche simple, où il va utiliser 7 compétences, non, multiples, complexes. Donc il va utiliser la compétence X, Y et Z, et pouvoir les accommoder. Donc c'est une preuve qu'à ce moment-là, il les utilise toutes les 3. Très bien. Y compris celles qu'on veut. Vous voyez?
Donc on ne va pas lui demander tout de suite d'évaluer une compétence, non. On va évaluer des compétences par groupe. Oui. Par groupe, parce que pour résoudre une tâche, il ne suffit pas de connaître une compétence. Il faut avoir un groupe de compétences, puisqu'elle est multiple, puisqu'elle est complexe, la tâche. Voilà. Quand je parle d'opération du cœur, c'est complexe. Hein. Quand je parle même de faire un entretien de la voiture, c'est complexe. Si on va au fond du problème, ça demande beaucoup de compétences dans divers domaines de l'automobile. Voilà. Eh bien, j'espère que cette conclusion vous suffira. Moi, elle ne me suffit pas du tout. Je pense que c'est très décevant, finalement. C'est très décevant. C'est triste pour nos enfants, enfin pour les gens qui apprennent. C'est dommage pour les enseignants. Parce que ils sont pris en faute pour quelque chose que finalement, où ils n'ont rien à voir, quoi. On leur a dit, voilà, tu fais ça comme ça, et puis c'est tout. Ils s'en tirent tant bien que mal. Voilà.